on a un savoir thérapeutique qui peine à être divulgué du fait d'un certain nombre de réticences du monde kanak, sur lesquelles je reviendrai. Mais ce savoir est de toute façon juridiquement hypothéqué par l'hostilité du droit français. Je voudrais être bien compris. Je ne vous dis pas qu'il y a une hostilité particulière du droit français pour la médecine kanak. Je vous dis qu'il y a une hostilité particulière du droit français pour tout ce qui est pratique médicale empirique. Et le droit français regarde avec la même hostilité le soignant kanak dans sa tribu et ce qu'on appelle en métropole le rebouteux, hein, vous savez, dans un village rural, quelqu'un qui sait des choses et qui peut apporter des soins. Ces empiriques sont très mal vus de la part du droit français, parce qu'en droit français, il y a une règle majeure: l'art de guérir est le monopole des docteurs en médecine. Il y a un monopole médical et il n'est pas possible qu'un intervenant qui n'a pas le titre requis puisse prévenir, diagnostiquer et soigner des pathologies, quelles qu'elles soient. Alors pourquoi cette situation? Cette situation en France s'explique par l'histoire. D'abord, il faut savoir que la France, comme beaucoup de pays d'Europe, est tributaire d'une histoire médicale particulière. L'histoire médicale particulière de la France et des pays occidentaux, c'est celle d'un savoir médical qui a été révolutionné au XIXe siècle par les découvertes de la biologie et les progrès phénoménaux de la chimie. Aujourd'hui, lorsque vous êtes souffrant, vous allez voir un médecin, presque automatiquement, celui-ci va vous demander de faire un examen dans un laboratoire de biologie. Et l'examen biologique dira tout. On a une médecine qui est scientifique. Et cette médecine scientifique ne conçoit pas de laisser la place à des pratiques médicales qui ne le seraient pas. Comment prendre au sérieux des pratiques médicales qui ignorent les mystères de la contagion, qui ignorent l'existence des microbes, des virus, des bactéries? Il y a une hostilité qui est liée à la façon dont la médecine, dans les pays occidentaux, a été remodelée par les sciences exactes, par la biologie et par la chimie. Ensuite, il y a une tradition française. La tradition française, on en parlait ce matin, c'est une tradition romaine, étatique. Et dans la tradition française, pour soigner, il faut un diplôme universitaire. Sachez qu'un diplôme universitaire est requis en France depuis 1352, vous avez bien entendu. En 1352, on a une ordonnance royale qui exige que celui qui soigne ait une licence obtenue à l'université. Et puis en 1803, il y a une loi majeure qui a été dictée par Napoléon
et dont les principes sont toujours actuels aujourd'hui. Le monopole médical pour les docteurs en médecine formés à l'université. La France est un des pays occidentaux où le périmètre du monopole médical est le plus large. Songez, je vais vous donner deux exemples. Songez qu'en France, si vous voulez subir un examen de l'acuité visuelle, si vous voulez vous faire mesurer la vue, vous devez aller chez un médecin. Songez, ça fera encore plus sourire, que l'épilation définitive, l'épilation au laser, est un monopole médical. Il faut avoir fait 12 ans d'études en France pour mesurer la vue, 12 ans d'études pour pratiquer l'épilation définitive au laser. C'est absolument inapproprié. En France, il existe 13 professions paramédicales. Les professions paramédicales, ce sont des professions qui gravitent autour de la sphère médicale et qui disposent d'un monopole sur un certain nombre de soins liés aux soins médicaux. Alors, par exemple, parmi les professions médicales, vous avez les sages-femmes, vous avez parmi les professions médicales les infirmiers. Il y a 13 professions de ce type qui existent. Pour vous donner une idée, il y en a 80 aux États-Unis. 80 aux États-Unis, ce qui fait que, effectivement, le monopole médical est beaucoup plus restreint qu'en droit français. Alors, je ne conteste pas le monopole médical, hein, attention. Je pense que pour certaines opérations très délicates, c'est bien d'avoir affaire à quelqu'un qui a fait 12, voire 14 ans d'études. Mais c'est ridicule d'exiger 12 et 14 ans d'études pour accomplir des actes qu'un infirmier pourrait accomplir sous le contrôle d'un médecin. C'est ridicule de ne pas admettre dans notre pays certaines professions qui existent ailleurs dans les pays occidentaux. Je vais vous donner deux exemples, hein, je n'irai pas plus loin. Les optométristes, ils mesurent la vue, ça existe aux États-Unis, ça existe au Canada, ça existe en Suisse, ça n'existe pas en France. Enfin, je veux dire par là, en tant que profession séparée. Les herboristes aussi, ça a existé dans le passé, ça n'existe plus en France depuis 1941. En d'autres termes, on a un monopole médical qui est très large et qui interdit l'accès à des guérisseurs kanaks, comme il interdit l'accès à toutes sortes de guérisseurs empiriques, en métropole ou ailleurs dans des départements français d'outre-mer. J'ajouterai, mais je l'ai déjà mentionné, donc je lise très vite, que la pharmacopée française et européenne est très occidentalo-centrée et que ceci ne favorise pas l'utilisation de l'énorme potentiel thérapeutique qui est susceptible d'offrir la flore locale. Dans ces conditions, bien sûr, on peut comprendre que les guérisseurs ne soient pas pressés de communiquer sur leurs pratiques. J'ai envie de dire que les préparations qu'ils peuvent concocter sont doublement, voire triplement réprimées. Interdiction de l'exercice illégal de la médecine,
pénalement sanctionnée. Violation du monopole pharmaceutique. Je vous rappelle qu'en France, la vente des médicaments est monopolisée. Elle est réservée aux seuls pharmaciens. Le guérisseur Canac peut être sanctionné 2 fois, et même 3 fois, si vous me permettez, parce qu'en droit français, on interdit les remèdes secrets. Et donc, la préparation qui va être concoctée par un sachant, hein, en milieu coutumier, il va la remettre, mais il ne va pas livrer les secrets sur la préparation. C'est un remède secret, c'est interdit, et ça motive une sanction pénale. Alors, inévitablement, la situation est bloquée. Encore une fois, il y a une part de réticence dans la société kanak, mais quand bien même celle-ci n'existerait pas, la divulgation serait compromise et difficile. Alors, en ce qui concerne les réticences qu'il y a dans le monde coutumier à communiquer, ceci se rattache à ce que je vous ai dit sur ce qui me paraît être l'aspect initiatique de la culture kanak. Ceci étant, vous savez comme moi, kanak ou non kanak, que certaines recettes sont très largement connues ici en Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est la petite médecine qui bénéficie d'une certaine notoriété, mais ce n'est que la partie émergée d'un iceberg qui reste inconnu, j'ai envie de dire, aux profanes, inconnu à quelqu'un comme moi qui n'a aucune idée de ce que peut être les pratiques thérapeutiques. La société kanak est une société qui est structurée en tribus, en clans, en lignages, et à l'intérieur, certaines recettes, excusez-moi, le terme est très mal choisi, mais au moins il est compréhensible, certaines recettes appartiennent à un groupe. Et il n'est pas question de les communiquer. Ça reviendrait à spolier un groupe. Les conditions de transmission sont réglementées par la coutume et j'allais dire, je peine un peu à le dénommer, hein, le guérisseur, le voyant, ne pourra transmettre ses connaissances qu'à un fils de son lignage qu'il aura initié de façon formalisée au rite que tout ceci sous-tend. J'ajouterai que dans certaines croyances, il y a aussi l'idée que divulguer certains savoirs leur ferait perdre de l'efficacité. En tout cas, l'usage de ces médicaments traditionnels, des tradicaments, hein, l'usage des tradicaments est normalement soumis à une autorisation coutumière. Ceci ne facilite absolument pas le dialogue entre le monde coutumier et le monde, comment dirais-je, académique européen. De mon point de vue, et ça sera le dernier aspect de mon intervention ce soir, pour sortir du blocage, il faut faire évoluer le droit français et la coutume kanak. Il faut que chacun accepte certains changements. Alors d'abord, le droit français. Il me semble capital de faire progresser le droit français vers la liberté de soins.
je le répète une dernière fois, il ne s'agit pas de mettre en cause la légitimité avérée de la médecine scientifique et de la formation de nos médecins. Il ne s'agit pas une seule seconde de le nier, mais il s'agit d'offrir aux patients l'information et le choix des thérapies. Information et choix des thérapies. Alors je ne vais pas revenir sur les pays d'Extrême-Orient, je ne vais pas revenir sur la Chine. Hein. Je vais vous donner un exemple qui pour vous est éloigné, hein, mais qui pour moi... Autre exemple, une jeune femme kanak qui voulait pratiquer une IVG. Elle a une hémorragie et une septicémie. Elle a subi un curetage de l'utérus suivi d'une antibiothérapie par voie veineuse. En réalité, à des fins abortives, elle avait pris une cure de médicaments traditionnels à base de jus de liane par voie orale et vaginale. Il est clair que l'usage peu éclairé de la médecine kanak peut donner lieu à de graves accidents. Mais si on s'en tient aux données collectées par Julie Vachon dans sa thèse qui a été soutenue en 2014 après un travail de terrain ici en Nouvelle-Calédonie, on observe que l'immense majorité des médecins généralistes à Nouméa créditent la médecine traditionnelle kanak d'excellents résultats dans certains domaines. Il s'agit principalement, c'est l'avis des médecins, de la dermatologie, d'une part, et d'autre part, du traitement de la gratte, c'est-à-dire la toxi-infection à la ciguatera.